Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aux matériaux plastiques, et j'ai envie de dire aussi à la chimie en général et au développement durable. C'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant de mettre chimie et développement durable dans la même phrase, et on va justement en discuter avec Stéphane Sarrat, qui est notre invité, pour voir qu'en fait, sinon, en fait, c'est plutôt pertinent de les mettre ensemble, même si spontanément, c'est pas forcément ce qu'on a en tête. Donc, c'est notre avant-dernier webinaire de l'année scolaire. Et donc, je remercie ma petite équipe, Guillaume qui enregistre, Alba qui sans elle, rien ne serait possible. Donc, merci à elle, c'est notre femme de l'ombre. Et puis à Gabrielle, que vous entendrez, qui est notre petite voix et qui pourra poser les questions que vous allez poster sur le chat si vous ne souhaitez pas prendre la parole en direct. Voilà. Et donc, je vous propose de démarrer donc, cette session dédiée notamment aux matériaux plastiques, qui est une ressource qu'on a pu développer pour le collège, mais qui est en cours d'adaptation pour les plus jeunes et qui nous semble possible d'adapter même peut-être aux plus âgés. Ça, là-dessus, on pourra en discuter avec Stéphane. Donc, Stéphane, merci à toi d'avoir accepté d'être là aujourd'hui avec nous. On te sait très occupé. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, Stéphane, c'est est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire finalement pourquoi tu travailles avec nous, la main à la pâte? Qu'est-ce qui fait Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci Fatima. Et moi, je suis très, très, très heureux et très honoré de cette invitation parce que la main à la pâte, c'est quelque chose pour moi qui est on va dire, une action majeure pour la connaissance et la diffusion des sciences. Et dans le monde dans lequel nous vivons, avoir des futurs citoyens et citoyennes et citoyens qui sont formés aux sciences et à la chose scientifique, ça me paraît majeur. Alors, moi, je m'appelle Stéphane Sarad, donc je suis un- on va dire un diplômé du XXe siècle, hein, puisque de formation, alors comme mon accent le laisse supposer, je suis du Nord, hein, mais plutôt du nord des Pyrénées. Donc, j'ai fait, on va dire, des études à la fois à l'université et à l'école d'ingénieur, donc qui sont, on va dire, très très larges, puisque je suis biochimiste de formation, je suis ingénieur agroalimentaire, j'ai un doctorat en génie des procédés et je suis actuellement directeur des programmes énergie au CEA. Donc, vous voyez, il n'y a aucune logique, hein, dans mon parcours. Donc, ça prouve que le fait d'être chimiste permet de faire beaucoup de choses. Alors, très concrètement, donc la chimie est un élément structurant donc, de ma carrière et de mes rencontres. Euh, je suis là aussi et je travaille avec grand bonheur avec Fatima et avec son équipe depuis plusieurs années dans la notion de chimie verte. Alors pourquoi? Puisque en, euh, en début des années 90, quand je commence ma thèse de doctorat, on me propose de travailler sur deux outils, des outils de séparation d'extraction qui sont les procédés membranaires et l'extraction par fluide supercritique. Et en fait, ces outils sont deux outils, deviennent assez rapidement deux outils majeurs de la boîte à outils qui s'appelle la chimie verte. Alors, chimie durable si vous voulez, mais le terme consacré, qui a été consacré par les Américains et qui a été défini et structuré par Paul Anastase et son équipe à la fin du XXe siècle, c'est Green Chemistry avec 12 principes. Et là, oui, c'est ce que disait Fatima, on est en plein oxymore, hein, donc chimie verte. En plus, quand c'est un gars du CEA qui vous en parle, voilà, j'ai eu droit à beaucoup de discussions dans ce domaine-là. Donc oui, voilà, je suis modestement un chimiste. Donc je suis à l'heure actuelle, en plus de mes fonctions de directeur des programmes énergie, je suis directeur de recherche dans le domaine de la chimie verte au CEA. Euh, Moi, je travaille avec vous parce que ce que vous faites, je vous l'ai dit, c'est très important. Et puis parce que si on a créé un lien, je dirais, de relationnel avec Fatima, avec son équipe, et qu'ensemble, on essaie de construire, j'essaie de contribuer à mettre du contenu dans vos actions. Et je vous en remercierai jamais assez, toutes et tous, de porter, voilà, la parole scientifique à tous les niveaux, y compris là où on en a besoin, c'est-à-dire les collèges, le primaire, le collège et le lycée, même si parfois c'est un peu tard le lycée. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, du coup, j'ai une question
qui va peut-être pas te plaire, mais tu parles de chimie verte depuis le début. C'est quoi? C'est du greenwashing? T'es directeur d'une unité de recherche qui De trouve des solutions de greenwashing. greenwashing pour les Voilà, industriels? je vais me transformer en, en pressing de luxe. Après, voilà, après le blanchiment d'argent, je vais faire le blanchiment industriel. Donc, ta question, elle est très importante parce qu'elle est au cœur de la discussion. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui m'a valu d'être en même temps encensé et très fortement critiqué par ce qui existait à l'époque, l'Union des industries chimiques. Alors encensé parce que bah, je dis bah, la chimie c'est la vie, la chimie c'est au cœur de tout. Tout ce que j'ai fait, donc production d'eau potable, production de médicaments, production de, on va dire, de produits alimentaires, production d'énergie. J'ai abordé tous ces sujets-là au long de ma carrière parce que la chimie est là et doit être là pour répondre aux grands enjeux qui sont devant nous, notamment bah, un enjeu de plus de 8 milliards d'habitants sur une planète dont les ressources sont finies. Donc oui, on est obligé de réfléchir à l'impact de la chimie. Et puis en même temps, bah, j'ai eu quelques discussions un peu houleuses avec l'industrie chimique parce que bah, certains ont utilisé ce concept-là en termes de greenwashing. Et moi, je m'y suis très largement toujours opposé et je continue à le faire parce qu'il n'y a pas pire pour décrédibiliser la chimie que d'utiliser. Voilà. Alors, on peut parler de la chimie verte aussi, mais je me suis aussi comment dirais-je, heurté à certains, alors je ne vais pas utiliser le terme lobby parce que c'est un peu fort, mais quand par exemple j'ose poser des questions sur le bio, j'ai droit à des critiques. Mais le bio n'interdit pas l'utilisation de produits chimiques puisqu'il y a à minima 50 produits chimiques qui sont utilisés qui sont autorisés dans l'agriculture bio. Donc, et le bio, c'est 7 milliards d'euros de budget en France. Donc voilà, donc oui, j'essaye en tant que chercheur et de modeste communicant autour de la recherche de mettre en visibilité tout ce qui est réellement, je pense, nécessaire et porteur pour le futur de ma discipline, la chimie, et tout ce qui est malheureusement là pour décrédibiliser. Voilà, il y a plein d'exemples et je pense que vous les connaissez beaucoup. Tu parlais des 12 principes de la chimie verte. Est-ce que tu pourrais nous les présenter rapidement? Oui, ouais, tout à fait. Alors, en fait, dans les 12 principes de la chimie verte, ils ont été édités. Alors, à la fin des années 90, donc vraiment à la fin du XXe siècle, donc juste au moment où je fais ma thèse, aux États-Unis, donc à l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, une équipe de chercheurs menée par Paul Anastase euh, réfléchissent à tous ces éléments-là, donc qui existent déjà. Hein. Je vous ai parlé des fuites supercritiques, des membranes, dans tout ce qui va être utilisation de solvants qui n'ont pas d'impact sur l'environnement. Cette équipe décide de structurer un petit peu en disant, mais pour que ça soit de la chimie verte ou de la green chemistry, alors ils sont les premiers à utiliser d'ailleurs ce terme, hein. Et d'ailleurs, c'est un article de 1994 de Paul Anastas où le terme green chemistry est utilisé. Et à la fin des années 90, euh, avec une collègue, ils écrivent un livre du style Chimie verte, théorie et principes. C'est là-dedans qu'on trouve les 12 principes. Alors, ces 12 principes de la chimie verte, c'est 12 principes que ma grand-mère aurait pu écrire, qui n'était pas chimiste, mais très bonne cuisinière, qui sont des principes de bon sens. Des principes de bon sens, c'est de dire, la chimie verte, qu'est-ce que c'est? C'est faire plus et mieux en consommant moins et en rejetant moins. Donc ça, c'est vraiment les axes importants de la chimie verte. Et ces 12 principes, ils disent, bah, avant toute opération de chimie, et c'est le contraire de ma formation. Moi, j'ai été Mm. formé avec, on va dire, une théorie qui est de dire, toi, tu dois maximiser le rendement de la réaction. Parce que plus le rendement sera maximisé, plus tes actionnaires majoritaires vont gagner d'argent et plus ils seront heureux. Et en fait, le vrai apport de la chimie verte, c'est à tout chimiste, avant même de commencer la première action, c'est se poser en disant, OK, mon processus chimique, qu'est-ce qu'il va utiliser comme matière première?
Est-ce que ces matières premières, bah, elles sont renouvelables? Elles ne le sont pas. Est-ce qu'elles ont un impact? D'accord? Donc, une fois qu'on a dit ça, que j'ai mes matières premières, c'est de dire en deux, vous savez, la chimie, c'est mettre des éléments en solution. Donc, quel solvant je vais utiliser pour faire de la chimie, pour mettre en solution ces matières premières? Alors, en chimie, c'est facile, il n'y a que deux familles de solvants, les solvants aqueux, donc à base d'eau, et les solvants non aqueux, donc les solvants organiques, solvants polaires. Bon. Ah ouais, mais ces solvants polaires, bah, il y en a certains qu'on les connaît, hein. C'est le benzène, le trichloroéthylène, le dichlorométhane, le chloroforme. Waouh, certains sont pas très sympas. Est-ce que je peux utiliser autre chose que ces... Donc, c'est par exemple, pendant 30 ans, j'ai travaillé, et je travaille toujours parce que c'est une structure qui est dédiée, de recherche, qui est dédiée aux fluides supercritiques. On dit, bah, on va utiliser autre chose, on va trouver une alternative. Bon. Donc, quand vous faites de la chimie, c'est exactement comme quand vous faites une mayonnaise. Vous avez donc une matière première, des œufs. Donc, dans les œufs, vous allez prendre le jaune, le blanc, vous allez le mettre de côté, et puis vous avez la coquille d'œuf. Donc, dans le processus chimique, mon jaune d'œuf, bah, je vais le mettre avec un solvant. Le solvant, c'est de l'huile. Solvant, OK. Vous le savez, si je mets un jaune d'œuf avec de l'huile, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Il faut de l'énergie. Alors moi, ma grand-mère, c'était à la main. Maintenant, on a tous des batteurs électriques. Mais ça veut dire que quand, dans le troisième état de ma réaction chimique en chimie verte, c'est de dire, j'ai utilisé la bonne matière première, je l'ai mis en solution avec le bon solvant, et maintenant, je vais mettre de l'énergie pour obtenir cette transformation. Parce que la chimie, ce n'est que la science de la transformation. Alors, quelle énergie? Est-ce qu'elle est durable? Est-ce qu'elle n'est pas durable? Est-ce qu'elle est carbonée? Est-ce qu'elle est pas carbonée? Est-ce que je peux minimiser la quantité d'énergie, c'est-à-dire la quantité de chaleur, la quantité de température, la pression? Et là, on va trouver les catalyseurs, qui sont des objets qui permettent d'obtenir la même réaction, mais en diminuant la température ou la pression. Donc, troisième niveau, c'est l'énergie. Et puis, le quatrième niveau, c'est de se dire, OK, j'ai fait une transformation, mais j'ai des déchets. J'ai des déchets. Rappelez-vous, mon exemple, j'ai de la coquille d'œuf et du blanc d'œuf. Et moi, ma grand-mère, elle gardait le blanc d'œuf qu'elle allait recycler pour faire l'île flottante qu'on aurait en dessert. D'accord? Et la coquille d'œuf, bah, à part si on est un artiste évolutif et faire des œuvres, j'en ai vu, hein, c'est pour ça que j'en parle, à partir de coquilles d'œuf, mais c'est un déchet ultime. Et moi, toute une partie de ma carrière a été de dire, et sur ces déchets, je mets un curseur, une partie déchets recyclables, une partie déchets ultimes, et une partie de ma carrière a été comment mettre le curseur pour minimiser la quantité de déchets ultimes qu'il va falloir stocker sous la forme appropriée, avec un impact minimum sur l'environnement, et garder des déchets qu'on n'appelle plus déchets d'ailleurs, qu'on appelle matières valorisables, et qu'on va réutiliser. Et donc, si vous avez voilà, saisi ces quatre grands axes, quelles matières premières, biosourcées, éviter les matières premières fossiles, quels solvants, moins d'impact possible, quelle énergie, quel niveau d'énergie et comment je gère. Et ça, je n'ai pas commencé à faire ma réaction chimique. Je suis juste assis à mon bureau et je me pose toutes ces questions. Et c'est ça, en fait, l'apport majeur de la chimie verte pour les chimistes de ma génération et surtout des générations qui ont suivi, c'est d'avoir ce mindset, cette manière d'aborder la chimie. Mais comme tu l'as dit, le but, c'est quand même d'avoir des bons rendements, de gagner de l'argent. Donc, du coup, est-ce que de trouver ces alternatives, ça peut pas être contre-productif, justement, pour... Alors, tu as entièrement raison, Fatima, et ça l'a été jusque dans les années 2000. À partir des années 2000 est arrivée une chose importante, qui est que, rappelez-vous ma quatrième partie, qui est la partie sur les déchets. Avant, les déchets, ça coûtait rien du tout. Dans le pire des cas, on mettait ça dans un bateau, on envoyait ça en Afrique et ce n'était pas un sujet. Mm. À partir de 2000, le poste déchet commence à devenir un poste financier important. Mm. D'accord? Donc là, les industriels
c'est pas par beauté, et je ne vais pas être cynique, mais c'est pas uniquement pour sauver la planète qu'ils se sont dit, ouais, mais attendez, là, ces procédés-là, ok, ça va nous coûter peut-être un petit peu plus cher au début, mais ce qu'on va gagner en termes de déchets, ça commence à devenir important. Et puis, à la fin des années 2000, apparaît en Europe un élément important qui est la procédure REACH, qui est la procédure qui est d'ailleurs dans toute l'histoire de l'Union européenne, hein, de la communauté européenne, c'est la procédure qui a été la plus discutée, la plus amendée. Ça a été une boucherie au niveau au niveau des débats, si vous me permettez cette. Mais en finale, elle est sortie. Pourquoi? Parce que les industriels ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher et pour décaler. Parce que forcément, ça allait leur coûter de l'argent. Et maintenant, oui, ça leur coûte de l'argent. C'est-à-dire que si vous utilisez un solvant qui a un impact sur les populations, sur l'environnement, bah, la procédure riche vous demande de mettre en place une stratégie qui démontre que vous allez vous en affranchir et que demain, vous allez basculer sur une voie réactionnelle qui ne va pas utiliser ce type de produit. Donc, les deux drivers, ce sont les drivers que vous connaissez, hein, c'est l'argent et c'est la réglementation. Et c'est ce qui a fait ce basculement que l'on a vu apparaître. Et du jour au lendemain, dans l'industrie, les chercheurs comme moi, on a eu beaucoup d'amis et beaucoup de gens prêts à nous financer. Alors je vais parler des membranes, mais voilà, les fuites supercritiques, parce qu'il y avait un vrai besoin d'outils industriels qui permettent d'avoir les mêmes rendements, voire parfois meilleurs, parce que je l'ai dit en préambule, bientôt 9 milliards d'habitants, sur des ressources finies, il va être nécessaire de produire plus et mieux. Donc plus et mieux, c'est avec un rendement peut-être même meilleur, une efficacité meilleure. Et c'est là où nous, les chimistes de tout poil, et notamment ceux du génie des procédés, on est impliqués dans cette vision-là. Tu nous as parlé de fluide supercritique. Est-ce que, par exemple, tu pourrais nous... Parce que ça a l'air compliqué, un fluide supercritique. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un process industriel qui a justement été transformé grâce à ces fluides sur lesquels tu as travaillé? Tout à fait. Alors, les fuites supercritiques, hein, c'est ce qui me permet depuis 30 ans de faire les malins, de faire le malin dans les dîners en ville, hein, parce qu'effectivement, c'est un mot un peu. Mais c'est extrêmement simple en termes de concept. Tout corps pur, l'eau, l'air, le CO2, vous connaissez la carte du tendre du chimiste, hein, donc le diagramme de phase, où en fonction de la pression et la température, on voit apparaître la phase solide, la phase liquide, la phase gazeuse, avec des zones avec des points particuliers. Le point triple, par exemple, le point de coexistence. Donc, pour un corps pur donné, à une pression et une température donnée, bah, il va coexister sur les trois phases, hein, liquide, solide, gazeux. Bah, si vous montez un peu plus haut en pression et en température, vous atteignez un autre point particulier qu'on appelle le point critique. Et au-delà de ce point critique, au-delà de la pression critique et de la température, ben, le corps pur, il n'est plus liquide, il n'est plus gazeux, il est supercritique. Alors chaque corps pur va présenter donc des caractéristiques de point critique. L'eau, par exemple, le point critique de l'eau, c'est 221 bars, 374 degrés Celsius. Alors, ça fait beaucoup, hein? Et vous allez me dire, ben on n'y est jamais. Ben si, on y est même à la surface de la planète. Alors, pas tout à fait à la surface, mais dans les fosses abyssales, donc si vous avez 7000 mètres de profondeur, ben, vous avez 700 bars de pression. Vous avez une activité volcanique, donc vous êtes largement au-dessus de 221 bars et 374 degrés Celsius. Et vous avez sûrement vu les photos du Nautile, les photos qui ont été prises, ces fameuses liqueurs noires ou fumées noires. En fait, ce sont des panaches d'eau supercritique. Parce que la phase supercritique, elle est particulière parce que le corps considéré va présenter à la fois des propriétés de la phase liquide et des propriétés de la phase gazeuse. En gros, ça va être dense comme un liquide, mais ça va être visqueux comme un gaz et ça va avoir des coefficients de diffusion comme un gaz. Alors moi, j'ai travaillé un peu sur l'eau supercritique parce qu'on a des applications de traitement de déchets, mais j'ai surtout, et je travaille beaucoup sur le CO2 supercritique. Le CO2 supercritique, donc c'est du gaz carbonique. Alors là, le point critique, il est beaucoup plus sympa. Il est à 31 degrés Celsius et à 73 bars, précieux, donc température assez basse. Et malheureusement, qu'on va retrouver dans beaucoup d'endroits maintenant
y compris en France en température ambiante. Et 73 bars, ça peut paraître beaucoup hein, quand on n'est pas habitué à manipuler la pression, mais dans l'industrie, c'est pas grand-chose. Alors pourquoi c'est intéressant le CO2 supercritique à une quarantaine de degrés et quelques centaines de bars? C'est que le CO2 supercritique va présenter une densité proche du CO2 liquide et des coefficients de diffusion et surtout une viscosité très très faible comme le CO2 gazeux. Et surtout, ce qui est très important, c'est que le CO2 supercritique en termes de pouvoir solvant, rappelez-vous mes solvants aqueux et organiques, ben, le CO2 supercritique, c'est le frère jumeau de l'hexane, donc un solvant organique. Et donc, pour revenir à ta question, là, bah, le CO2 supercritique, la première application majeure et phare du CO2 supercritique, c'est les années 70, hein, en Europe et en France en particulier, avec l'arrivée du café décaféiné. Café décaféiné, on va enlever la caféine, et pour ce faire, on va faire de la chimie. Donc, on va prendre du café matière première et on va utiliser un solvant. Et le solvant utilisé dans le début des années 70, c'est de l'hexane, du benzène, du chloroforme. Et au bout de quelques années, des consommateurs de café décaféiné, parce que quand vous avez du café décaféiné, certes, il n'y a plus de caféine, mais il reste encore des traces résiduelles du solvant. Et sur plusieurs années, des traces de benzène, ça finit par avoir un impact sur vos reins en particulier et sur votre foie. Donc, les producteurs de café décaféiné se disent, waouh, on ne peut pas continuer comme ça, il faut trouver un solvant organique pour remplacer ces éléments-là. Et là, apparaissaient les premiers articles sur le CO2 supercritique, et il y a eu un investissement majeur. Alors, le café décaféiné, c'est ça, parce que c'est deux gros dans le monde, hein. C'est General Food d'un côté, le café Maxwell, pour faire simple, et Nestlé avec le Nescafé décaféiné. Donc, General Food rachète tous les brevets allemands sur le CO2 supercritique, et ils construisent la première usine de décaféination par CO2 supercritique. Donc, si vous buvez j'ai aucun avantage financier. Je ne suis pas un youtubeur, hein, donc je ne gagne pas quand je fais, quand je fais de la pub. Mais voilà, si vous buvez un café Maxwell décaféiné, il y a de très fortes chances qu'il ait été traité par CO2 supercritique. Alors, pourquoi Nestlé ne l'a pas fait? Parce qu'ils sont arrivés trop tard et ils étaient en face des brevets de General Food. Donc, ils utilisent de l'eau sous pression pour faire cette opération-là. Donc, ça a été le premier, on va dire. Donc, l'agroalimentaire, alors vous comprenez pourquoi moi, ingénieur agroalimentaire, j'ai fait ma thèse sur ces sujets-là, puisque c'était assez lié. Et puis derrière s'ouvrent beaucoup d'autres marchés, le marché des colorants, des additifs alimentaires, l'extraction des parfums. Grâce à la capitale des parfums en France, les premières installations supercritiques de grande taille ont été installées à Grasse pour les parfums. Et là, maintenant, donc moi, j'ai une structure que j'ai créée en 2006 qui s'appelle Innovation Fluide Supercritique. Vous pouvez la retrouver sur Internet, où j'ai 4 permanents à plein temps qui font du transfert de technologie, du CO2 supercritique, pour notamment des petites entreprises, parce que les grands groupes, ils n'ont pas besoin de nous, ils peuvent se payer de la R&D. Alors que bah, les PME, PMI, bah, c'est important de pouvoir les aider. Et donc, depuis bientôt 20 ans, on fait du transfert de technologie. Et moi, c'est avec grand plaisir que je garde ce lien avec la chimie. Parce que bon, moi, je fais beaucoup de réunions dans mon bureau ici à Saclay ou à Paris, mais grâce à Innovation Supercritique, IFS, j'ai ce lien avec le laboratoire et avec des applications multiples dans le domaine de la chimie verte. Et du coup, si on en revient à tes grands postes par rapport au café décaféiné, donc j'entends qu'il y a moins d'énergie, puisque tu disais que le solvant, finalement, pour basculer en phase supercritique, c'est pas si coûteux que ça en température et en pression. Donc ton solvant, c'est du CO2, donc j'imagine il reste dans la boucle, en fait, il n'est pas après C'est ça. renvoyé, parce que tu veux le garder Il est dans ton recyclé. process, il est recyclé. Ouais. Euh, bon, la matière première, c'est le café, ok. Bon, on pourra en discuter, mais c'est pas forcément mon propos. Et du coup, tes déchets ultimes, donc le CO2 n'est pas un déchet dans le process. Et du coup, à la fin, tu te retrouves avec ton produit qui est le café décaféiné. Et si je comprends bien, ton déchet ultime, c'est la caféine. Exactement. Alors, tu as mis le doigt sur le driver majeur. Rappelle-toi, quand j'ai parlé tout à l'heure des deux drivers, réglementation, mais aussi argent, c'est-à-dire gains et bénéfices.
Euh, bon, le café, globalement, vous allez le payer. Allez, je ne suis pas trop proche des prix, mais entre 20 et 20-25 euros le kilo pour un bon café. Un café décaféiné, vous allez le payer entre allez, 35, un peu moins de 40 euros le kilo de café décaféiné. Là, tu l'as très bien compris, donc le CO2 est entièrement recyclé puisqu'on monte sous pression, on extrait, on détend. Lors de la détente, le CO2 perd son pouvoir solvant, donc on va récupérer de la caféine ultra pure et ce CO2 gazeux, on va le faire recycler. Donc, on a comme déchet de la caféine ultra pure. Et j'utilise le terme ultra pure, c'est-à-dire sans trace résiduelle de solvant. Et pour cette caféine ultra pure, j'ai deux gros clients. Alors, que vous connaissez, hein. Les premiers, ils s'appellent Coca-Cola et Red Bull, qui utilisent de la caféine pour leur boisson. Et l'autre, c'est la pharmacie, puisque la caféine, c'est un tonique cardiaque naturel que l'on sait doser. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'à l'heure actuelle, le kilo de caféine dans ce cadre-là, prix de base, vous allez le négocier à peu près une centaine d'euros le kilo. Donc nous sommes dans un concept où le déchet, vous allez le vendre plus cher que votre produit. Et donc ça, c'est pour ça que dès les années 70, il y a eu et là, dans ces cas-là, vous trouvez les investisseurs, vous trouvez des gens qui disent, ah ouais, on va mettre de l'argent là. Et à l'heure actuelle, dans le monde, il y a à peu près 40 000 à 50 000 tonnes par an de café décaféiné par CO2 supercritique. Et derrière, il y a effectivement le fait que le driver a été que bah, le déchet ultime, c'est un déchet recyclable et qui a de la valeur. Et ça, c'est quand même un point important. Et voilà, dans beaucoup d'exemples sur lesquels j'ai travaillé dans le domaine des fluides supercritiques, on retrouvait cette notion de gain lié de gain à plusieurs niveaux. Le gain environnemental, le gain en procédé, le gain en pureté et le gain sur la gestion des déchets. Du coup, c'est hyper gagnant-gagnant, comme on dit. Bah, Là, disons du que coup, on voilà, s'embête pas pour rien, quoi. ouais, mais en fait, c'est tout le travail de la chimie verte aussi, c'est de trouver dans quel cas d'application on va être gagnant-gagnant. Mm. Parce qu'on sait que là, le développement, j'ai enfin, j'ai quelques exemples où effectivement on y est arrivé. En pharmacie, sur les bouchons en liège, enfin, voilà, on a eu plein d'activités où justement ce que tu évoques là, le gagnant-gagnant, a été fondamental dans le fait qu'au départ, il faut quand même investir une usine Mm. investir 10, 20, 30, 40 millions d'euros dans une usine. Donc derrière, il faut qu'effectivement le gain soit à la fois significatif, mais aussi rapide. Ok. Donc oui, Euh, on n'a pas trop parlé des matières premières, mais à un moment donné, tu as parlé de biosourcés. Oui, Euh, En fait, on parle de biosourcés, de biodégradables, de bioplastique. Enfin, on entend beaucoup ces termes, et je me demandais si on les utilisait correctement au quotidien ou dans les médias. Ou voilà. Est-ce que on est forcément, quand on est biosourcé, est-ce qu'on est forcément biodégradable, par exemple? Est-ce que ça pas va forcément. ensemble? Pas forcément. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire un petit Alors, topo là-dessus? ouais, je vais faire un petit topo. Donc, je vais être tout à fait transparent avec vous, hein. J'ai un peu bossé la question parce que moi, le premier, comme ça, de but en blanc, voilà, on a tendance à se mélanger les pinceaux, mais c'est surtout dans la subtilité. Donc, un plastique biosourcé, c'est un plastique qui est en fait obtenu à base de polymères, hein. Ce sont des polymères, donc plastique, des polymères qui ont réticulé entre eux, mais ce sont des polymères qui sont obtenus à partir de ressources renouvelables, animales ou végétales. Donc, plastique biosourcé, c'est le maïs, la canne à sucre, les pommes de terre, les algues. Donc, c'est ça, biosourcé. Donc, alors, ils sont souvent considérés comme étant les plus respectueux de l'environnement, hein, parce que par rapport au pétrole, bah, on n'a pas besoin d'aller produire une matière première pour ces plastiques-là. Ces plastiques-là, bah, ils vont utiliser comme matière première des choses qui existent déjà et qui en plus souvent sont des déchets. D'accord? Donc ça, c'est pour les plastiques biosourcés. Après, les plastiques biodégradables. Ça veut dire biodégradables, c'est-à-dire que ce sont des plastiques qui peuvent être décomposés par des micro-organismes. Ils ne sont pas forcément biosourcés. Ce sont des plastiques qui peuvent être dégradés par des micro-organismes. Et donc, ça veut dire qu'en gros, quand on le met en présence d'eau ou dans l'air avec du CO2, bah, les micro-organismes ont la capacité de métaboliser ces plastiques
Et c'est-à-dire la biodégradabilité, c'est la capacité à faire disparaître en fait ce plastique-là. Et souvent, vous avez les notions de durée, d'impact environnemental, parce que biodégradable, si c'est en une semaine ou si c'est en 3000 ans, c'est pas la même notion. Donc souvent, derrière la partie biodégradabilité, quand on a un esprit un peu curieux, comme vous l'avez à la main à la pâte, c'est dire, OK, mais sous combien de temps? Voilà, je pense que ça, c'est important. Et ça, ces plastiques biodégradables, en fonction de l'endroit où on va les trouver, je pense aux plastiques dans les océans, si c'est biodégradable, mais qu'il faut 2000 ans pour qu'ils se dégradent, ben, l'impact de ces plastiques-là va être important. Donc, biosourcés, matières premières renouvelables, animales ou végétales, donc plastique biodégradable, qui peut être décomposé par des micro-organismes dans un environnement donné, liquide, de l'air et autres. Et puis, il y a les bioplastiques, où là, on rentre dans une petite subtilité. Les bioplastiques sont des plastiques qui sont soit entièrement biosourcés, soit partiellement biosourcés. Je vous donne les définitions que j'ai trouvées sur des différents sites Internet, et qui peuvent être biodégradables ou pas. Voilà. Donc, vous voyez que là, on rentre dans une petite subtilité. Bioplastique ne veut pas dire biodégradable, par exemple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les, donc, certains bioplastiques sont entièrement biosourcés, donc peuvent être dégradables, mais certains bioplastiques ne sont pas biodégradables. Voilà. Donc, parce que bah, l'assemblage qui a été fait en termes de polymères ne permet pas ça. Donc, alors il peut y avoir plusieurs aussi sources de production de ces bioplastiques, hein, mais vous voyez qu'il y a quand même une vraie spécificité sur le fait que bioplastique ne veut pas dire biodégradable. Alors que plastique biosourcé, de facto, ça veut dire biodégradable puisque c'est obligatoirement avec une matière première renouvelable. En fait, c'est vrai que c'est compliqué, en fait, c'est du sujet assez complexe parce qu'on a envie de se dire, quand c'est biosourcé, c'est super. Quand la matière première, elle peut, enfin, on peut la trouver sans que ce soit pas justement, on soit pas dans des, on n'est pas obligé de passer par l'industrie pétrolière pour pouvoir Ouais. justement, pouvoir, produire notre matière première, on se dit que c'est super, mais finalement, si après on a quelque chose, on obtient une matière qui en termes de, qui va pas être biodégradable, donc pas forcément être bonne pour les, enfin, si on prend le cycle en entier, finalement, c'est pas si évident que ça que le biosourcé soit meilleur finalement qu'autre chose en termes de matières premières. Mais en fait, tu as tout à fait raison parce que tout va venir sur, si tu veux, sur la matière première. Bon, prenons le cas de la canne à sucre. La canne à sucre, c'est intéressant parce que on va récupérer de l'éthylène dans la canne à sucre et Solvay, par exemple, a travaillé sur cet éthylène d'origine biosourcée pour faire donc du PVC. Mmh. Donc vous avez du PVC biosourcé puisque vous récupérez dans la canne à sucre de l'éthylène. Ben, cet éthylène, vous le faites polymériser, donc vous avez du polyéthylène. Alors après, vous le faites réagir, hein, puisque le PVC, c'est le polyvinyléthylène, et vous faites du PVC biosourcé. La question qu'il faut se poser, c'est, ouais, mais attends, la canne à sucre, on l'a fait pousser pour l'alimentation humaine ou pour faire des plastiques? C'est le même sujet que les carburants, les agrocarburants, ou vous savez, la génération 1, 2 et 3 de biocarburants. Est-ce qu'on fait pousser des végétaux pour faire rouler nos voitures ou pour nourrir la planète? Donc, la chimie verte, c'est de la chimie, c'est-à-dire ce sont des procédés. Mais derrière, vous voyez bien que la question que tu poses, Fatima, elle est essentielle. C'est, OK, mais cette matière première, est-ce qu'elle est super, elle est renouvelable, il y a tout ce qu'il faut, mais est-ce que quelque part, le fait de la fabriquer ou de la produire dans certains endroits du monde, qui va obliger bah, les agriculteurs à y aller à fond parce qu'il y a de l'argent derrière et au détriment de cultures vivrières. Donc voilà, il y a le cas très très connu en chimie chez Arkema du Rilsan. Le Rilsan, c'est un des premiers biopolymères, polymères biosourcés, puisque c'est à partir de l'huile de ricin
qu'on fabrique le riz de sang depuis 50 ans pour faire des tuyaux, des tubes, des tuyauteries. Donc là, in fine, à l'heure actuelle, il y a un vrai travail qui est fait en Amérique du Sud, notamment là où on produit le ricin, avec les populations locales pour avoir un bon équilibre entre ce qu'ils vont produire pour l'industrie chimique et ce dont ils ont besoin, parce que si c'est effectivement produire pour l'industrie chimique, gagner de l'argent qui permet d'aller acheter des produits qui sont fabriqués ailleurs, enfin, vous voyez, on peut tirer, une fois qu'on a pris le fil de la pelote, on peut le tirer et on peut aller très très loin. Donc oui, bien évidemment, ce n'est pas la panacée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la chimie verte, ce n'est pas une solution universelle. C'est une solution qui doit être adaptée en fonction de tous ces éléments-là, y compris les éléments sociétaux et humains, quoi. Mais en fait, tu touches du doigt un petit peu parce qu'on a développé donc une ressource qui s'appelle plastique et développement durable. Donc nous, on s'était vraiment intéressé au plastique, mais finalement, il fallait se centrer sur un matériau ou des objets pour pouvoir réfléchir. C'est difficile d'être tout le temps dans la généralisation. Donc, on est parti là-dessus. Mais finalement, la démarche qu'on a pu mener pour développer les activités, on pourrait la mener sur plein d'autres sujets. Mais c'est cette idée justement d'essayer de toucher un peu la complexité de ces problématiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on a envie, avec les éco-gestes, on est prêt à s'embêter pour que ça aille mieux en termes d'environnement et avoir un impact environnemental le moins élevé possible. Mais on se dit, bah, j'espère que ce que je suis en train de faire qui m'embête va vraiment servir à quelque chose. Et en fait, on se rend compte que les éco-gestes, il faut vraiment les interroger parce que certains sont effectivement vertueux, mais d'autres ne sont pas forcément vertueux, voire des fois sont contre-productifs en termes d'impact environnemental. Et c'est ce on a essayé de faire nous sur la ressource, donc qui est plutôt collège pour l'instant, mais qu'on va bientôt développer, adapté pour le primaire. Et donc je vais partager mon écran juste parce que j'ai une question à te poser justement et j'aimerais te hop, hein, est-ce que j'y arrive? Oui, j'y arrive. Hop. Mais il faut y arriver, ouais. Voilà. Est-ce que Parfait. je crois que tu Ouais, vois ma slide? je la vois, ouais. Ouais, alors pourquoi je suis pas en voilà. Et donc on fait pas que ça dans la ressource, mais notamment, on s'est posé la question, donc avec Mathieu Farina qui est le contributeur, principal de ces activités pour la classe. Donc on a ces 2 objets techniques, ces 2 produits, qu'on utilise au quotidien. Donc d'un côté, la bouteille en PET, donc une bouteille plastique et de l'autre, la gourde en aluminium, voilà. Oui, Juste un commentaire. ouais, Juste un commentaire. dis-moi. Vous biaisez le système. Vous Bien montrez sûr. une gourde en plastique qui est un déchet et une gourde métallique avec. Oui, Donc, c'est oui, de la manipulation, tout madame à Ramon. fait. Mais c'est pas grave, vous l'assumez, donc ça va bien. Mais, Mais on on a est fait bien exprès. d'accord. On a Ouais, fait, oui, bien on est sûr, d'accord, on est on est d'accord. d'accord. Parce qu'en fait, dans la ressource, il y a aussi tout un travail autour des images, Ouais, bien sûr. de développer l'esprit critique face aux images et puis de se rendre compte aussi qu'elles ont un impact sur. En Bien fait, sûr. on est quand même sur un sujet qui est scientifique. On reste, nous, du côté de l'éducation à la science, donc on est vraiment scientifique. Mais on peut difficilement oublier qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a de l'économie, il y a du culturel, il y a enfin, il y a plein de choses en fait. C'est vraiment des sujets qui sont des questions vives de société. Et il n'y a pas que, même si la science peut être au cœur du débat, il n'empêche qu'il n'y a pas que ça. Et donc, on s'était rendu compte que notamment les émotions qu'on peut ressentir face à ce type d'image vont influer notre capacité à raisonner correctement sur ces sujets. Et effectivement, c'est pas, enfin, c'est volontaire, hein. La Ok, gourde en aluminium, elle est j'imagine. dans un endroit très propre, très mignon, tout vert. Voilà, on sent bien que d'un point de vue environnemental, c'est le bon choix. Enfin, la photo a tendance à nous le dire. De l'autre côté, on a la bouteille en PET très malmenée, qu'on n'aime Ah, pas, quand même, c'est horrible et tout ça, qui se retrouve sur la plage. Voilà. Donc c'était volontaire. Mais du coup, c'est une question qu'on pose aux collégiens et ils mènent toute une enquête autour de cette question. C'est si je dois choisir pendant un an, mon besoin en tant qu'humain, c'est de m'hydrater, mais je suis pas tous les jours chez moi, donc j'ai besoin de pouvoir m'hydrater à l'extérieur, au quotidien. Est-ce qu'il vaut mieux en tant que consommateur qui souhaite avoir un impact environnemental le plus bas possible, est-ce qu'il vaut mieux utiliser une gourde en aluminium tous les jours ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser une bouteille en PET qui sera amenée à changer chaque jour? Et donc voilà, je te pose la question. Dis-moi, est-ce que toi, tu choisirais l'une ou l'autre? alors, moi, je vais être pénible avec toi, hein, parce que moi, Bien sûr. je vais choisir la troisième option. Je vais choisir une bouteille en plastique que je vais réutiliser plusieurs jours.
D'accord, ok, Parce que pas mal. ça serait ça ma solution, puisqu'on a eu cette discussion-là nous aussi en interne. Donc, nous, on avait des bouteilles en plastique ici, au niveau de mon laboratoire, et on est tous passés, on nous a même offert des gourdes métalliques. Donc, voilà, donc et avec des fontaines d'eau, bon, c'est tout à fait intéressant. Je dirais que pour répondre réellement à ta question, il faudrait utiliser un outil qui est, qui a été développé depuis une vingtaine d'années par les chimistes, qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Je m'explique, c'est que si ta bouteille en aluminium, elle a été fabriquée à l'autre bout du monde, avec une énergie, il faut de l'énergie hein, pour faire de l'aluminium, il faut des matières premières, il faut de l'énergie, que cette énergie, elle est extrêmement carbonée. Parce que pour fabriquer, bah, si c'est fait en Chine, ben, c'est fait avec 60% de charbon, par exemple. Que j'utilise un tanker pour ramener cette gourde ici, que je vais utiliser, que je vais réutiliser. Question, si je dois nettoyer ma gourde, je vais utiliser des produits chimiques, des tensioactifs, de l'eau, c'est une denrée. Donc l'utilisation de ma gourde, sauf si vous faites comme la plupart des garçons qui lavent jamais leur gourde métallique, hein, voilà. Excuse messieurs, mais on est tous pareils. Mais C'est une en, caricature, là, quand c'est une caricature, mais je suis un peu caricatural. Mais en tout cas, moi, je la lave jamais, ma gourde métallique, hein. Je considère que je la rince et c'est bon, quoi. Mais en théorie, je devrais la laver, d'un point de vue purement. Et si en face, j'ai du PET biosourcé qui est même. fabriqué à côté de chez moi, et que ce PET, je peux facilement le recycler ou je vais réutiliser ma... Donc, l'analyse de cycle de vie, c'est une analyse qui va prendre tous les compartiments. Quelle matière première, quelle énergie, quel transport, l'utilisation, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact dans l'environnement? Et là, après, on peut répondre honnêtement et concrètement. Voilà. Donc, je pense que tant qu'on n'a pas ces informations-là, concernant la gourde en métallique et la gourde... Alors, bien sûr, la tendance, vous le savez, elle est partout. Tous les gens que je connais, moi y compris, on a tous deux ou trois gourdes métalliques parce que ça rentre aussi dans nos modes de fonctionnement. Mais il vaut mieux ça qu'une bouteille en plastique qu'on va jeter tous les jours. On est bien d'accord. Mais je pose la question, une bouteille en plastique qu'on pourrait utiliser plusieurs jours, pourquoi pas? On a une petite question dans le chat Oui. qui est peut-être une plaisanterie, mais peut-être pas tant que ça, qui dit dans ce cas, est-il possible d'annuler dans le programme scolaire, donc sûrement non, mais le contenu de fabrication des produits en nylon et plastique en chimie organique? Je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais peut-être que vous le pouvez. Alors, je ne suis pas sûr de bien la comprendre non plus, parce que enfin, enfin, la chimie, c'est la réaction chimique. Donc, je pense expliquer ce qu'est la réaction chimique et à quoi ça sert et à quoi ça nous a permis d'aboutir. Enfin, le nylon, ça a aussi révolutionné l'industrie et l'industrie du vêtement, l'industrie de beaucoup de choses, hein. Enfin, on regarde là en 2024, mais le nylon, quand il apparaît dans les années 50-60, il révolutionne les modes de vie aussi. Donc, je pense que c'est important d'expliquer, si je comprends bien la question, hein, je pense qu'il faut garder l'explication, donc les grands objets qu'on est en train de fabriquer et qu'on continue d'utiliser, et c'est le cas du nylon, il faut expliquer comment on les obtient. Par contre, je pense qu'il est intéressant maintenant, moi j'ai eu la chance d'avoir été contacté par Belin et il y a un manuel scolaire, alors c'est un manuel de première dans lequel il y a une page entière sur la chimie verte, enfin, il y a une interview que j'ai donnée pour essayer d'amener la réflexion. C'est de dire, OK, le nylon, c'est important. Est-ce qu'il y a quel est l'impact du nylon? Quelles sont les alternatives? Puis si les gens veulent continuer à, à utiliser du nylon, ils le feront parce qu'il y a un élément qui est majeur et on va sortir de la chimie. Ça s'appelle la fin du mois versus la fin du monde. Quand vous avez du mal à finir la fin du mois, vous allez acheter le produit le moins cher. Et je veux dire, la fin du monde, c'est important, hein, mais ce n'est pas votre problème. Donc cette notion-là, elle est là aussi. C'est-à-dire que quand des produits, quels qu'ils soient, et surtout s'ils viennent de très loin et qui ont une dette en eau, une dette carbonée très importante, ils resteront moins chers ou les moins chers, on aura du mal à changer le mode de vie. Voilà. Je n'ai pas le sentiment d'avoir répondu à la question, j'en suis désolé, mais peut-être que la personne peut mieux préciser.
Pas. Mais du coup, en fait, effectivement, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le corpus plastique et développement durable, parce qu'on s'était rendu compte que dans ce qu'on pouvait trouver en ligne déjà qui existait sur ce sujet, on avait souvent des activités qui traitaient un point de vue sur du problème en fait qui ne permettait pas en fait d'avoir une vision globale parce que très difficile justement d'avoir cette vision globale et c'est ce qu'on a même si on est un peu biaisé, on l'avait fait exprès, ce genre de gourde. Et effectivement, au démarrage, on a choisi de faire de la chimie des polymères, donc d'essayer de comprendre ce qu'étaient que les matériaux plastiques, enfin, de comprendre ce qui fait leur unité, et aussi de comprendre qu'il y a une diversité de ces matériaux plastiques. Et c'est aussi ce qui pose peut-être problème des fois quand on cherche à les recycler. C'est vrai que la bouteille de PET, typiquement, elle se recycle extrêmement bien. Ça, on ne le dit pas assez, parce qu'effectivement, le problème, c'est quand elle se retrouve dans l'environnement, parce qu'on n'est souvent pas capable de bien gérer et d'avoir un cycle bien fermé sur ce type de déchets. Mais en fait, voilà, le PET, par exemple, c'est plutôt vertueux de ce point de vue-là. Je ne dis pas de tous les points de vue. Et donc, on a vraiment une première partie de cette ressource qui est vraiment dédiée à qu'est-ce que c'est que la chimie des polymères, pourquoi est-ce qu'ils sont présents, pourquoi est-ce qu'ils sont omniprésents, est-ce que c'est à cause encore d'un lobby des industriels ou est-ce qu'il y a des vraies raisons? Et effectivement, ces matériaux sont souvent vus de façon très négative, mais en fait, on explique leur omniprésence par leur qualité, par leurs propriétés physico-chimiques, voilà, ils ont vraiment de grandes qualités. Et l'une de leurs grandes qualités, c'est la durabilité. Mais sauf que c'est difficile d'allier. Si on est durable, on peut pas être un objet, enfin, on peut pas servir pour un objet jetable, en fait. La problématique, elle est aussi là. C'est si j'utilise quelque chose de durable pour produire un produit, excusez-moi, qui va pas durer longtemps en termes de Non. la durée de vie, la durée d'utilisation par rapport à la durée de vie, justement, va pas être, le ratio va pas être bon. Effectivement, ça va pas le faire pour l'environnement. Donc, on a Mm. cette première partie qui est vraiment très chimie des polymères. On a ensuite une deuxième partie où on va s'intéresser à cette pollution plastique et en fait, on va mener une enquête. C'est-à-dire que notre problème, en fait, c'est la gestion des déchets, même si les plastiques ne servent pas qu'à de l'emballage à durée d'utilisation courte, mais ils servent pour plein de choses. Mais ce qui nous pose problème, notamment dans les océans, c'est ces déchets qu'on retrouve. Et on a donc un livret dont vous êtes le héros, qui a été développé et qui permet vraiment aux élèves le départ, c'est assez simple, on a trouvé un pot de yaourt quelque part en Arctique et on se pose la question de pourquoi il est là, d'où il vient. Et donc, il y a un jeu dont vous êtes le héros, enfin un livret qui va permettre aux élèves de reconstituer tous les destins possibles. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé là? Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Et qu'est-ce qui pourrait s'être passé pour lui éviter d'arriver à cet endroit-là? Et donc, il y a tout un travail qui est proposé pour comprendre les écosystèmes, comment ils sont liés, et ce qui pose problème, puisque finalement, une pollution locale peut finalement devenir globale à cause justement de cette interconnexion des écosystèmes. Et on a eu la chance de travailler notamment avec une écologue, donc Lisa Weiss, qui nous a parlé de son travail justement, elle cherche à traquer la pollution plastique, essayer donc de l'identifier et de la quantifier, ce qui est extrêmement difficile. La quantification, on est aux limites de ce qu'on est capable de faire en termes d'instruments. Et donc du coup, voilà, on est vraiment en train de toucher du doigt la science en train de se faire, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait capable de vraiment les pister et les traquer, et c'est tout un travail de recherche. Je vois, Stéphane, que tu veux réagir à ça. Non, 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 Juste, mais on a aussi un petit commentaire dans le chat, je prends un tour pour après. d'accord. ouais, 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 je voulais réagir au commentaire de Marie-Lise Roux là, sur le chat, qui est très important. Mais Vas-y. voilà, mais je te laisse finir. Enfin, Mais j'ai fini ma sur deuxième partie, je vais passer après. Je cette deuxième passerai. partie-là, de Ouais. toute façon, oui, je pense que la vraie question ou le vrai sujet, c'est que 82%, 83% de tête des matières plastiques fabriquées dans le monde se retrouvent en déchets moins d'un an après leur fabrication. D'accord? Donc ça, c'est quand même ça le vrai sujet. Et malheureusement, ben, on va les retrouver dans les grands écosystèmes, et notamment l'écosystème marin. Enfin, vous connaissez mieux que moi le sixième continent et les impacts. Donc c'est un élément extrêmement important. Et le commentaire de Marie-Lise Roux, qui est de dire, ben, concernant les matières plastiques, même si elles sont utilisées plusieurs fois, elles vont se déformer, s'abîmer et seront jetées plus facilement dans la nature que les gouttes métalliques achetées avec ses propres sous. C'est très psychanalytique, hein. Si je mets de l'argent, je m'investis plus.
c'est entièrement vrai. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que derrière, il faut changer aussi, et c'est vous qui êtes à la manœuvre, parce que changer, c'est l'éducation. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si la bouteille en plastique, elle est déformée, on va plus la jeter. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le sentiment qu'elle sera moins belle, moins efficace. J'ai eu exactement ce sujet-là à traiter c'était en 1998. On développe, grâce au fluide supercritique, un procédé pour recycler les huiles usées moteurs. Ça marche super bien. Enfin, on a un produit, on en a des brevets. Les professionnels me disent, ben, c'est super, mais ça ne marchera jamais. Pourquoi? Il dit, ben, parce que c'est de l'huile recyclée et qui est d'ailleurs pas tout à fait transparente. Et donc, ça veut dire que le consommateur, il va jamais acheter ça parce qu'il aura l'impression d'acheter une huile de mauvaise qualité. Donc, il y a toute cette notion de pédagogie. Et si la gourde, la bouteille en plastique, elle est déformée, j'ai envie de dire, ouais, et alors? Tant qu'on est capable de dire que on a un objet pour sa fonction d'usage qui est de contenir de l'eau et de pouvoir se désaltérer, c'est amener les personnes à imaginer que bah, si elle est déformée, ben, ce n'est pas très grave. Alors, la notion qui est évoquée avec la gourde achetée avec ses propres sous, elle est intéressante parce que ça montre bien que une bouteille en plastique telle que nous on l'avait, c'est-à-dire il y a un stock de bouteilles en plastique, on passe le matin, on en prend une parce que c'est mis à disposition pour les salariés. Peut-être qu'effectivement on n'a pas le même. Alors bon, la gourde on nous l'a offert, hein, mais la gourde il faut faire le geste d'aller à la fontaine, de la remplir, voilà. Et ce qui est évoqué dans ce commentaire, c'est pour moi deux éléments. C'est changer notre mode de consommation. On va consommer un objet, on va consommer une fonction. Et c'est quel niveau d'implication on met dans ce qu'on veut faire. Et acheter, donc mettre de l'argent, c'est s'approprier la fonction. Mais en évitant tous les biais cognitifs que tu as indiqués, Fatima, à savoir que si la gourde, elle est fabriquée avec un bilan en eau et en énergie carbonée qui est désastreux, ben, on est passé à côté du sujet. Mais effectivement, c'est pour ça qu'en fait, on ne répond pas vraiment sur est-ce qu'il vaut mieux utiliser une gourde en Ah, aluminium ou des bouteilles en PET dans la ressource, parce qu'en fait, donc on va bien sûr faire des apports de connaissances pour les élèves, parce que l'analyse de cycle de vie, c'est extrêmement complexe. Donc déjà, on va leur proposer, il y a une belle vidéo de l'ADEME qui explique ce que c'est, donc on va déjà essayer de comprendre ce que c'est en tant qu'élève. Ensuite, c'est tellement complexe une analyse de cycle de vie. Il y a des chercheurs qui prennent énormément de temps pour évaluer, pour estimer c'est tout ça. Donc, on reste quand même sur un temps scolaire et à l'école. Donc, on a choisi de rendre ça moins complexe. C'est-à-dire qu'on part sur un seul impact qui est le carbone dans la ressource. On aurait pu en choisir un autre. On aurait pu regarder l'énergie. On aurait pu regarder plein d'autres choses. Les déchets. Bon, on a choisi l'impact carbone et on a aussi choisi deux moments dans le cycle de vie. On n'a pas fait l'ensemble du cycle de vie, qui est en gros la fabrication et l'utilisation. Et effectivement, on dit aux élèves, bah, il y a des équipes PET, il y a des équipes ALU. Voilà, dans la classe, on s'organise parce que voilà, pour avancer, on va se partager le travail. Et donc, les équipes ALU, bah, il va falloir définir la manière dont j'utilise ma gourde. Est-ce que j'utilise ma gourde tous les jours? Est-ce que je l'oublie un jour sur deux? Est-ce que je suis un garçon comme Stéphane et donc je ne la lave jamais? Ou est-ce que je la lave tous les jours au savon? Et donc, il va falloir estimer bah, combien ça coûte d'eau, combien ça coûte, quel impact le lavage de la gourde en termes de bilan carbone. Et donc, les élèves vont être amenés à faire des simulations, hein. Ils vont faire les manips, ils vont nettoyer. Alors, les professeurs qui ont testé la ressource nous ont dit qu'ils se sont rendus compte que beaucoup de leurs collégiens ne faisaient pas la vaisselle. Ça leur a permis de se rendre compte de ça, hein. Donc, voilà, il a fallu un peu, voilà, sur ces manips-là, se mettre au clair sur comment faire et puis comment, du coup, recueillir l'eau pour pouvoir après estimer la quantité d'eau utilisée, la quantité de savon, parce qu'effectivement, est-ce qu'on utilise un savon ou pas? Ça va jouer sur l'impact qu'on va avoir sur l'environnement. Et l'équipe PET, elle se pose la question de est-ce que je la garde plusieurs jours, est-ce que je la jette tous les jours? Donc il y a vraiment toutes ces hypothèses de travail qui sont obligées de postuler, en fait. Ils sont obligés de se dire, bon,
Pour pouvoir réfléchir, il va falloir imaginer, par exemple, la gourde en aluminium, est-ce que j'en ai qu'une? Parce que je fais très attention et j'en ai qu'une. Et comme disait Marie-Lise tout à l'heure, je l'utilise parce que je l'ai acheté avec mes sous. Ou est-ce que j'en ai 3 ou 4? Parce que quand même, elles sont jolies, les gourdes, Ouais. on est d'accord. Enfin, moi, la dernière gourde que j'ai vue, là, elle est quand même sympa. Donc, j'ai envie. Et j'ai le droit d'avoir envie d'en avoir une autre. Donc, il y a aussi toutes ces questions-là qu'on essaye de faire toucher du doigt aux élèves. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment l'analyse de cycle de vie pur et dur, même s'il est difficile, mais qu'on est capable de faire. Mais il y a aussi voilà, les usages du quotidien et ce qu'on a envie en tant que consommateur, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on le fait. Et donc, ça, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et pareil, là, on a un apport d'une experte du sujet qui a eu la gentillesse de travailler avec nous, qui s'appelle Nkako Naït Ali, et qui nous a vraiment aidé à faire ces estimations et qui nous a expliqué la difficulté que ça représentait pour elle de le faire dans son quotidien de chercheuse et d'ingénieure pourtant spécialiste des matériaux plastiques et de ces questions-là. Donc on a vraiment cette idée que c'est extrêmement complexe et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il faut juste s'interroger sur ce qu'on fait et essayer vraiment d'avoir en tête toute la globalité du problème. Parce qu'effectivement, l'aluminium à extraire, c'est quelque chose quoi, en termes d'impact. Si je dis pas de bêtises, Ah Stéphane. oui, c'est énorme. C'est l'énergie. C'est pour ça que sur on va dire le bilan équivalent gramme de CO2 donc à la fabrication, je suis un peu étonné parce que, enfin, alors sûrement qu'on ne prend pas aussi la production de la matière première aluminium qui, elle, va coûter beaucoup, mais surtout beaucoup d'eau aussi. Parce qu'on parle beaucoup de la dette CO2, mais on oublie la dette en eau. Et l'eau, c'est pour moi aussi important que l'énergie, c'est co-substantiel. Donc oui, c'est très compliqué. Après, on se pose la question de la fin de vie de ces gourdes. Parce que ta collection de gourdes, là, Fatima, que tu évoques, je la connais bien, puisqu'à la maison, on l'a, cette collection de gourdes, puisque entre celles que les gens t'offrent maintenant, parce que ça devient un goodies assez tendance, et puis celles que tu as trouvées sympa et que tu as achetées, donc on en a quelques-unes. Tu te poses la question de la recyclabilité de cet aluminium. Alors, je pense que ça va être relativement recyclable, mais faut-il avoir les filières de recyclage qui existent, enfin de collecte et de recyclage adaptées? Voilà, donc ces questions-là aussi, elles sont intéressantes. Et c'est pour ça que, et moi je trouve ça assez sain que la conclusion soit de dire, bah, on peut pas dire en tant que tel, c'est mieux la gourde machin ou la gourde truc, parce que justement, c'est beaucoup plus complexe. Parce que plus on va prendre en compte et en considération un champ large, matière première, impact sociétal, voilà, et plus ça devient compliqué à choisir. Bien sûr, il va falloir choisir, mais c'est ce qu'évoquait tout à l'heure dans son commentaire Marie-Lise, c'est que oui, ben, ça a été un changement. Le jour où tu n'as plus de sacs en plastique dans les supermarchés, ben, ça t'oblige à changer. Mais moi, maintenant, j'ai pris cette habitude et dans mon blouson, j'ai 2 sacs en plastique que je recycle à quasi infini parce qu'un sac en plastique pour porter les courses, c'est recyclable. Non, mais c'est un changement de. Alors, je ne suis pas encore passé au cabas en tissu recyclable et renouvelable ou voilà, avec ou les sacs, les tote bags, voilà, qui deviennent aussi très tendance. Bon, moi, je suis encore, voilà, je suis encore peut-être trop pragmatique, mais moi, j'ai les sacs en plastique bien pliés dans mon blouson, et quand j'ai besoin, j'utilise. Mais donc, ce que dit Marie, c'est important, c'est que derrière, il y a un changement de perception et un changement de consommation aussi. Et je pense que dans votre œuvre majeure de la main à la pâte, c'est de permettre aux gens, bah, déjà, ils se sont posé la question, tiens, mais quand maman fait la vaisselle, parce que c'est pas eux qui font la vaisselle, donc je pense malheureusement que c'est souvent maman qui l'a fait. Voilà, ne serait-ce que ces prises de conscience-là, c'est vachement important. Mais voilà, et que les gens qui vous vendent, il vaut mieux la gourde machin que la bouteille truc ou inversement, c'est d'avoir l'esprit critique pour dire, bon, on se pose 2 minutes et on regarde effectivement si c'est vrai ou pas.
Effectivement, les sacs, c'est effectivement la même problématique que la gourde, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de tote bags. Et après, si on ne l'utilise pas tous les jours pendant un certain nombre d'années, il n'est pas forcément plus intéressant en termes d'impact. Le textile, on sait bien que l'industrie textile n'est pas forcément la plus vertueuse. Non. Et donc, du coup, c'est assez complexe. On ne peut pas vraiment donner de leçons et donner de solutions toutes faites parce que c'est assez complexe. Mais du coup, tu as parlé de ta grand-mère tout à l'heure, je vais parler de la mienne. Parce que j'ai le droit, du coup, vu que tu l'as Bien fait. sûr, bien Et sûr. moi, j'ai le souvenir d'avoir vu ma grand-mère, donc j'étais en Algérie pendant les vacances, et je voyais ma grand-mère nettoyer un sac en plastique. Les sacs en plastique, elle en avait très peu. C'était hyper pratique. Un sac en plastique, c'est résistant, c'est étanche, on peut mettre plein de choses. Ben, voilà, en fait, c'est pratique. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et donc, du coup, elle les lavait pour pouvoir les réutiliser. Et effectivement, je pense qu'on a tous des exemples, si on n'est pas tout jeune, bien évidemment, si on a un certain âge, on a tous des exemples d'une autre société parce qu'on a connu l'avant plastique, ou du moins, peut-être pas l'avant plastique, mais au moins l'avant omniprésence du plastique. Moi, je me souviens des bouteilles en verre consignées. Enfin voilà, il y a tout un tas de systèmes qui ont disparu et qui peut-être, pour vraiment faire vraiment un changement réel au niveau de notre impact sur l'environnement, il y a peut-être des bonnes pratiques de nos grands-mères et de nos grands-pères qu'il va falloir revisiter si on le fait, si on l'a pas déjà fait. Et juste parce qu'il nous reste peu de temps, mais j'aimerais bien qu'on ait un échange Oui, et il y qu'on a des puisse petites nouvelles du regarder. chat Ouais. aussi. Mais c'est juste pour conclure le projet La main à la pâte. C'est juste pour vous dire qu'il y a une quatrième étape qui est effectivement là pour parler de la. Parce qu'on a ça en tête, bien sûr, les êtres vivants et le fait que malheureusement cette pollution elle les impacte. Et donc il y a donc un travail autour de ces images. Est-ce que ce sont des vraies images ou pas? Qu'est-ce qu'elles nous font, ces images, quand elles sont réelles ou non? Et puis aussi, bah, du coup, il y a aussi tout un travail sur qu'est-ce que c'est que la démarche scientifique, parce que là, on voit une petite tortue qui est malmenée dans son environnement, dans son écosystème. Est-ce que du coup, on peut généraliser au fait que toutes les tortues ont un problème et que c'est à cause du plastique qu'elles meurent? Et donc, il y a de nouveau une interview d'une autre scientifique qui s'intéresse avec son équipe justement à l'impact sur les tortues de cette pollution plastique. Et du coup, on ne va pas étudier une ou deux tortues, on va en étudier énormément et on va vraiment cumuler plein de données pour pouvoir justement après commencer à pouvoir construire une connaissance sur le sujet. Et ça, c'était important pour nous qu'on soit toujours, même si on va s'intéresser à autre chose que la science, qu'on revienne toujours à la science pour se faire une idée, une opinion éclairée sur un sujet. Voilà, donc c'était juste pour conclure sur la ressource. Je pense que Stéphane et moi, on est prêts à répondre aux questions. Donc, je crois qu'il y en a plein, d'après la petite voix. Oui, il y en a dans Il n'y dans en a le pas chat, plein, ouais. mais il y en a un petit peu sur Il y le en a un petit chat. peu dans le chat. D'abord, De- je vais m'excuser parce que j'ai utilisé un stéréotype. Tu De... n'arrêtes pas de le faire, hein. Voilà, de la maman qui fait la vaisselle, malheureusement. Bon, c'est peut-être un stéréotype, mais malheureusement, ça a été la réalité pendant de nombreuses années. Et que ce soit bien clair, à la maison, je fais autant à la vaisselle que. En tout cas, si ce n'était pas le cas, elle me le rappellerait, elle aurait raison. Donc, désolé pour les stéréotypes, mais s'il y a des stéréotypes, c'est que quelque part, on a encore du travail à faire. Marie-Lise, bravo d'arroser les plantes avec l'eau qui a servi à laver les gourdes, mais n'utilisez pas trop de détergent euh, parce que, parce que je pense que les plantes, elles pourraient peut-être avoir un avis différent sur ces éléments-là. Sur la notion de reformulation de Thomas, bien sûr, ce que vous évoquez en disant mais favoriser la chimie verte et quand c'est pas possible, revenir à la chimie classique, mais oui, c'est effectivement ça. C'est le rêve. Et ça, ce n'est possible que quand il y a associé à la chimie verte des gains. Alors, le gain environnemental pour nous consommateurs, bien sûr, il est fort, mais aussi un gain financier parce qu'on va avoir une minimisation de la matière première utilisée. Donc, moins de matières premières, ça coûte moins cher. Moins de matières premières, c'est qu'on aura moins de déchets à gérer. Et puis, si ces déchets sont recyclables, enfin, vous avez compris. Donc, Alors oui, effectivement, enfin, le manuel scolaire de chimie de chez Belin, auquel j'ai contribué, qui a fait la fierté de ma maman d'ailleurs, hein, c'est que bah, justement, la position, c'est de dire, regardons la chimie verte comme étant une solution possible. Et si on peut le faire, ben, faisons-le. Faisons-le et à quels éléments ça s'adresse. Alors, il y a une question aussi qui est intéressante sur, on peut changer de comportement individuel, mais qu'en est-il des lobbies chimiques? C'est vrai que c'est toujours intéressant de parler des lobbies chimiques. Je vous ai parlé de l'UIC
alternativement soutenue et décriée. Et c'est très bien. Ça prouve qu'il y a un bon équilibre. Hein. Un cerf-livre, ça pousse dans les deux sens contraires. Donc moi, ça me va, ça me va très bien. Euh, je pense que enfin, les lobbies chimiques, c'est nous qui les créons, les lobbies chimiques. C'est dans la consommation, c'est ce qu'a évoqué Fatima. C'est-à-dire que nous sommes, alors quand je dis nous, c'est la société de consommation, même si j'aime pas ce terme. En tout cas, c'est nos modes de consommation qui nous ont amenés à ça. Et si demain on change nos modes de consommation, je peux vous dire que l'industrie, elle s'adaptera à ça. L'industrie, ce qu'elle veut, c'est vendre et c'est faire du profit. Et si demain, il n'y a plus que des gourdes en aluminium, parce que nous, consommateurs, on a décidé que les bouteilles en plastique, elles vont disparaître. Et tous les lobbies des PET du monde, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais donc, c'est aussi ne pas sous-estimer l'importance et l'impact de nos modes de consommation sur, sur l'impact, sur la production et sur l'industrie. Alors, peut-être que je suis un peu trop idéaliste, mais pas tant que ça, parce que je commence à voir les choses bouger. On les voit bouger. On voit, avec le risque du greenwashing, hein, je suis d'accord, ça a été dit au début. Mais en tout cas, bon, moi, les lobbies, quels qu'ils soient, parce que c'est toujours très compliqué de dire c'est la faute des lobbies, quoi. Voilà. Mais ça, c'est mon avis personnel. Je pense qu'on peut peut-être aborder la chose sous d'autres angles. Et du coup, moi, je vais me permettre, mais je te laisserai après compléter, Stéphane, de réagir Ouais, au poste, au dernier poste. On ne nie absolument pas l'impact sur l'environnement et sur les êtres vivants des plastiques dans la ressource. À aucun moment on dit ça n'existe pas. Attention, si je me suis mal exprimée, si j'ai fait passer cette idée. Ce qu'on cherche à faire, par contre, c'est vraiment avoir une vision globale des problématiques liées aux matériaux plastiques, de vraiment comprendre ce que c'est, de vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont omniprésents, de comprendre comment est-ce que nous, on peut faire en tant que consommateurs pour diminuer justement leur omniprésence, parce qu'un monde sans plastique, aujourd'hui, ce n'est pas possible, dans le sens où un certain nombre de matériaux plastiques de très haute performance sont nécessaires dans le biomédical. Enfin voilà, maintenant, si on ne peut pas revenir à un monde sans plastique, bien sûr. l'automobile sans plastique, ça serait un retour en arrière en termes de sécurité pour les utilisateurs. Enfin, malheureusement, on ne peut pas revenir à un monde sans plastique. Par contre, on peut vivre dans un monde avec beaucoup moins de plastique et avec des plastiques qui sont utilisés dans des conditions et dans des usages qui correspondent à leur performance. Et effectivement, peut-être que voilà, on est d'accord que je ne dis pas qu'il faut plein de gourdes, enfin plein de bouteilles en PET ou plein de gourdes, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que peut-être qu'on peut trouver d'autres solutions et qu'on peut ne peut-être pas avoir de gourdes tout court en fait. C'est comme l'histoire des sacs. Le problème, c'est pas qu'ils soient en papier, qu'ils soient en plastique ou qu'ils soient en tissu, c'est qu'il y en a trop. Donc, il faut trouver des solutions pour essayer de minimiser tous ces objets, même si on a aussi des envies en tant que consommateur. Donc, on n'est pas du tout. Enfin, je pense qu'il y a. Je crois, je me trompe peut-être qu'il n'y a pas de plastico-sceptique. Autant il y en a sur le climat, autant. Enfin, sceptique au sens déni, hein, j'imagine que c'est ça que vous avez en tête. Donc, il y a oui, il y a l'éducation au changement climatique, effectivement, il y a des gens qui sont dans le déni. Sur les matériaux plastiques, je ne crois pas. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la problématique, elle est aussi il y a des matériaux plastiques qui sont extrêmement importants pour notre quotidien, voilà, notamment dans le Alors, médical. Voilà. non, mais tu oublies celui-là, là, tu oublies celui-là. Ah oui, oui, celui-là, ouais, D'accord. tout à fait. Celui-là, ouais. Non, parce qu'en fait, si tu veux, il y a aussi le fait que c'est intéressant de parler de changement de société, parce que le changement de société, on nous demande d'évoluer vers le numérique, parce que le numérique, c'est quelque chose qui justement permet de ne pas prendre l'avion, qui permet de ne pas faire de réunions en présentiel. Bon, mais déjà, le numérique, vous le savez, ça coûte beaucoup d'énergie, donc ça émet beaucoup de CO2. Et puis le numérique, 50% du CO2, ce sont ce qu'on appelle le hard, c'est-à-dire les objets, alors les ordinateurs, les claviers, les câbles qui servent au numérique. Donc oui, il n'est pas possible d'imaginer là maintenant un monde sans plastique. C'est juste pas possible. En tout cas, je pense que en termes de besoins, un, c'est pas possible. Et puis deux, ça n'a pas d'intérêt. La question, c'est de se dire, et je crois que je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de plastico-sceptique. Je suis pas en train de dire le plastique c'est génial, le plastique c'est fantastique, excusez-moi, ça n'a pas d'impact et tout va bien se passer.
C'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que la façon de fabriquer, d'utiliser ce plastique doit être modifiée. Moi, ce que j'imagine, c'est que ce clavier-là, qui m'est mis à disposition par mon employeur pour mon ordinateur, bah, moi, à titre personnel, j'en change pas. Ça fait 2009, ouais, ça fait depuis 2009 que je l'ai. Donc, moi, je ne dis pas que j'ai pas besoin de plastique, je dis que j'ai besoin de plastique, mais qu'en fait, j'ai besoin de la fonction que m'amène ce clavier. Donc, c'est-à-dire que moi, tant qu'il va marcher ce clavier et qu'il répond à ma demande, je n'ai pas besoin du dernier clavier qui fait papa-maman, hein. Donc, c'est ça aussi dans notre rapport aux choses, dans notre rapport aux besoins, et on achète quelque chose pour sa fonction, pas parce qu'il est en plastique ou en aluminium. Et c'est peut-être ça un élément important de la pédagogie que vous avez apporté, je pense. Et pour revenir sur l'éducation au changement climatique, alors il s'avère qu'on en a fait, mais que maintenant c'est plutôt notre structure jumelle qui s'appelle l'OCE qui travaille sur ces problématiques. Et ils font comme nous, hein. Et c'est vraiment l'idée que on va vraiment essayer de travailler de façon globale la problématique et donc de comprendre la science qu'il y a derrière. Mais on va jamais être dans le déni, hein, clairement, hein, sur ces questions-là. Mais c'est très difficile d'être juste scientifiquement sur ces questions-là. On peut être gênant justement quand on essaie d'être juste scientifiquement. Voilà, on n'est pas en train de dire que la pollution n'existe pas, mais par contre, je peux vous assurer que la phrase qui a été relayée pendant quelques temps dans tous les médias autour de nous ingérons une carte bleue de plastique par semaine, je ne dis pas qu'on n'ingère pas de plastique, mais Mathieu Farina, donc mon petit camarade qui a travaillé beaucoup sur ces questions, a fait tout le travail de recherche et remonté jusqu'à la vraie étude. Ils citaient tous une étude, mais en fait, il avait parti la chercher et l'étude scientifique ne disait absolument pas ça. Donc c'est juste ça notre propos. On n'est pas en train de nier la pollution plastique, on est en train juste de se dire que sur ces questions-là, ces questions vives de société, c'est important d'avoir une approche rigoureuse et scientifique et que sous Absolument. prétexte que c'est un problème réel, on ne peut pas dire n'importe quoi. Alors, bien sûr, la carte bleue qu'on ingère toutes les semaines, ça fait peur aux gens et c'est peut-être qu'on cherche à faire quand les médias sortent ça, ok, mais attention quand même, en tant qu'enseignant, attention quand Attends, même à notre façon ça, d'utiliser ouais, ce genre de ça, choses. Fatima, c'est le lobby des gourdes en aluminium. Bon, je ne veux pas trop.